Écoutez, je vais tenter de nous ramener dans ce que Bruno Latour appellerait le monde chevelu de la pratique, ou, comme je l'ai entendu tout à l'heure, dans le monde de la sémantique, dans le monde des usages, tels que nous les vivons, nous les êtres humains. Et donc, cette réflexion que je vais vous proposer, c'est une réflexion finalement sur ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire de l'IA, l'imaginaire de l'intelligence artificielle, à partir d'une démarche de co-design en santé mentale. Et cette présentation va peut-être avoir un air un petit peu de poil à gratter et va tenter de questionner l'intelligence artificielle un petit peu en négatif ou à l'envers. Je travaille en fait avec une équipe de recherche dans le domaine de la cybersanté mentale. Donc je voudrais simplement rappeler ici de quoi il s'agit. Il s'agit tout simplement de tout ce que l'on peut faire avec des technologies numériques pour fournir des soins en santé mentale ou fournir de l'information en santé mentale, et ce en complément aux soins traditionnels. Donc c'est un domaine de recherche et d'intervention qui a été d'ailleurs défini comme tel par la Commission de santé mentale du Canada. Alors vous voyez ici, et ce n'est qu'un aperçu de ce gigantesque domaine d'innovation et d'intervention. Il y a beaucoup d'outils numériques en santé mentale qui se développent. Dans, bien sûr, le domaine le plus connu, c'est la télésanté. La pandémie nous y a grandement habitués. Mais il y a beaucoup de sous-domaines ou de sous-régions dans cet univers. Évidemment, l'intelligence artificielle peut être, parmi d'autres, des techniques ou des technologies peut-être pertinentes. Alors, peut-être pour aussi poursuivre sur le contexte, rappeler tout simplement qu'il y a un engouement dans ce domaine parce que finalement, on se rend compte qu'on va pouvoir apporter de nouvelles solutions peut-être aux patients. Et il y a un grand essor de ces technologies qui se développent depuis quelque temps, avec aussi beaucoup d'applications différentes qui sont envisagées. Je ne mentionne pas tout ce qui est possible ici, mais simplement quelques références qui soulignent que c'est documenté, ça se développe, il y a un grand essor, et puis avec parfois un peu de confusion entre santé et bien-être, où il y a tout un tas d'applications mobiles que vous connaissez sûrement, qui sont plutôt, par exemple, sur la méditation ou le bien-être, avec des approches commerciales parfois assez offensives. Donc on est dans un univers assez diversifié. La pandémie a aussi joué un rôle dans le sens où elle nous a amené finalement à nous engager de manière massive dans ces usages-là de cybersanté, y compris faire sa séance avec son psy ou sa psy en ligne, parfois dans la voiture parce qu'on voudrait parler de son conjoint qui est dans la maison en même temps, ou caché dans les toilettes parce qu'il faut un peu d'intimité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on a été confronté à des situations d'usage complexes. Et justement, la recherche montre qu'il y a, au-delà de la pandémie, mais peut-être une opportunité dans le fait que nous sommes plus à l'aise avec les outils numériques pour notre santé. Et il y a comme un momentum à saisir pour ce domaine d'innovation. D'ailleurs, ici au Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux encourage dans son plan d'action pour la santé mentale le recours à des technologies ou des interventions numériques. Alors évidemment, comme dans tous les domaines d'innovation numérique en particulier, il y a des limites. Il y a une validation scientifique et empirique assez peu rigoureuse pour l'instant, ou en tout cas, quand il y en a, elle est peu répandue. Il y a 4 ans, on estimait à 10 000 applications mobiles sur les magasins d'applications en ligne, donc les applications mobiles relatives à la santé mentale. Et évidemment, dans tout cela, il y a un peu tout et n'importe quoi. Il n'y a pas forcément, loin de là, que des applications mobiles qui sont validées scientifiquement. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes sur les données, la vie privée, la préservation de la vie privée, la confidentialité des données. Qui dit intelligence artificielle dit données massives. Et lorsqu'on parle de données massives dans le domaine de l'intimité de l'âme, c'est tout de suite un sujet un peu plus compliqué. Aussi, il y a des enjeux économiques et commerciaux. Ce sont des outils, les applications numériques en santé mentale, qui parfois manquent de publicité, ne rejoignent pas finalement leur public.
qui n'ont parfois pas de modèle d'affaires. Elles ont pu être élaborées par des chercheurs, mais elles ne sont pas forcément ensuite transformées en start-up ou en entreprises qui vont les faire vivre. Ou alors, à l'inverse, elles peuvent avoir des approches de viabilité économique, mais avoir des intérêts privés financiers qui sont peut-être parfois à questionner dans ce domaine tout particulier. Et enfin, un point qui m'intéresse particulièrement, on est dans un domaine où il y a un manque d'utilisabilité, il y a un faible engagement des utilisateurs. L'engagement utilisateur, justement, c'est l'enjeu principal sur lequel nous travaillons, nous, en design pour la cybersanté mentale. C'est comment trouver des solutions, des services, des interventions qui ont une pertinence pour les utilisateurs, les utilisatrices, et qui nous donnent envie, finalement, de nous en servir et nous rendre service, précisément, nous soient utiles. Alors, 2 exemples. Une étude basée sur 93 applications mobiles en santé mentale a montré, c'est une étude de 2019, bon, c'est juste avant la pandémie, mais que la rétention générale des utilisateurs était très faible, hein, avec un taux moyen, un taux médian de rétention à 15 jours de 3,9%. C'est-à-dire qu'on vient sur une appli, on essaye, on repart, et puis on ne revient pas forcément. Et ce, même si cette application a fait l'objet d'un test clinique et a démontré son efficacité, par exemple. On sait aussi que 46% des applis de santé numérique ont moins de 1 utilisateur actif mensuel. Et donc, on voit que c'est assez difficile de s'engager pour les utilisateurs dans ces outils. Il y a par exemple, dans un commentaire, dans le Academic Emergency Medicine Journal, il y a quelques années, un commentaire caché comme ça, comme si c'était quelque chose d'un peu secondaire, qui nous dit que si on veut créer des outils de santé numérique utilisables, pertinents, efficaces, il va falloir engager, impliquer des patients dans leur conception. Eh bien, ce commentaire marginal, dans mon laboratoire de recherche, c'est notre hypothèse de travail centrale. C'est-à-dire que nous essayons de développer des outils numériques en santé mentale, nous étudions les outils numériques de santé mentale existants, mais nous ne le faisons qu'avec, par et pour des personnes concernées. Et ça change complètement l'approche de l'innovation numérique et technologique. Et les questions d'outils, d'IA, sont très, au fond, secondaires. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas en premier. On a d'ailleurs proposé récemment dans un chapitre d'ouvrage de définir un peu notre approche sous le nom de design pour la cybersanté mentale. Alors, venons un petit peu plus au cœur de mon propos. Je vais vous présenter très brièvement un projet en cours sur la base duquel je vais justement commencer à pousser quelques réflexions sur l'IA, mais je vous l'ai dit, un peu en négatif, en faisant un peu un pas de côté. Je ne suis pas chercheur en IA, simplement je suis dans un domaine où on me dit que l'IA va être utile pour ces projets. Je ne demande qu'à le croire. Pour l'instant, c'est difficile de trouver là-dedans une voie très satisfaisante, mais je vais exposer un petit peu le détail du problème pour le rendre plus clair. Donc peut-être d'abord préciser que ce projet mentaliste s'attaque à une problématique qui est celle de nos parcours de soins. Je vais arrêter de dire les patients, je vais dire nous, c'est-à-dire nous tous, nous pouvons être amenés à avoir besoin d'un service en santé mentale. Nous avons donc possiblement tous des parcours de soins. Nos parcours de soins en santé mentale, ils sont très longs. C'est dans tous les pays, hein. Ce n'est pas propre au Canada ou au Québec. Ils sont morcelés, ils sont labyrinthiques, ils sont décourageants. Et ça a de conséquences assez graves sur l'accès à des soins pour les personnes concernées. Voici l'exemple d'un parcours de soins qui a été dessiné par une participante à nos ateliers de co-design. On voit assez mal sur cette image un peu réduite, mais appelons-la Joanie, chaque point représente un contact avec un professionnel de santé ou un service de santé pour l'aider. Ici, on voit le système public, ici, on voit les organismes communautaires, ici, on voit le système privé, par exemple, voir un psychologue en privé. Et chaque point va représenter, par exemple, je vois un médecin de famille en 2016, j'ai 8 mois d'attente, je vois un psychiatre, ensuite j'ai une liste d'attente pour un psychothérapeute, etc. Voilà ce que c'est les parcours de soins. C'est assez éprouvant. Donc notre démarche à nous dans ce projet, c'est tenter d'améliorer cette expérience de l'accès aux soins. L'accès aux soins est une expérience qui, on vient de le dire, se passe assez mal tout de même. Et on veut essayer de le faire par le biais d'une application mobile
en nous appuyant finalement sur le potentiel de fluidité qu'offre le numérique, les technologies numériques. On le voit dans d'autres domaines, hein, comme les réseaux sociaux ou autres. Il n'a jamais été aussi fluide et facile d'interagir et de communiquer avec les autres. Eh bien, pourquoi on ne pourrait pas amener un peu cette fluidité expérientielle dans ce système aussi compliqué qu'est le système de santé mentale, qui en plus est saturé d'images négatives, de préjugés, de stigmatisation? Alors pour cela, nous avons une approche transdisciplinaire. C'est sûr que nous sommes un laboratoire de recherche en design, donc tout ce que nous faisons est piloté par une méthodologie de design, mais nous travaillons avec des informaticiens justement, des développeurs en génie logiciel, mais aussi des ergonomes, des collègues en psychologie, en communication, et d'ailleurs la liste est un peu plus longue. Et j'en viens tout doucement à mon propos, c'est que nous menons ce travail en suivant les principes de ce qu'on appelle le Human-Centered Design, le design centré humain. Puis vous avez vu, le titre de ma présentation, c'est «L'IA est-elle centrée humain ?» Bah, vous allez voir, les choses vont s'emboîter peu à peu. Si vous n'êtes pas familier avec ce que c'est le design centré humain, les grandes références sont par exemple Don Norman, qui a posé les fondements de cette approche avec d'autres, et qui consiste au fond, ça veut dire quoi finalement faire du design centré humain? Ça consiste à concevoir, que ce soit d'ailleurs tout type d'artefacts, pas seulement des artefacts numériques, mais de concevoir en tenant compte prioritairement des besoins, des attentes et des désirs des utilisateurs. Nous, en design, on appelle l'humain l'utilisateur ou l'utilisatrice. Et ça peut impliquer différentes méthodes. Par exemple, ce qu'on appelle le design UX, le User Experience Design, donc le design de l'expérience de l'utilisateur, ou, on va en parler, le co-design, c'est-à-dire la co-conception avec l'utilisateur final. Chose qui peut être un peu difficile pour des experts qui ne sont pas habitués à cela, parce qu'il y a comme une logique de vouloir un peu affirmer son expertise, mais c'est dans la rencontre entre l'expertise des designers professionnels et des non-designers que se crée la magie du co-design. Ça, c'est un petit exemple de la complexité de notre méthode. Tous les intervenants, en bleu, c'est la zone informatique, en vert, c'est la zone design. Et on a tout un cycle de travail et d'intervenants un peu compliqué qu'on essaye nous-mêmes de comprendre. Et notre approche, justement, est très flexible méthodologiquement. On est très, très loin des logiques linéaires anticipées à l'avance de l'ingénierie. En design, les mauvaises langues diront qu'on tolère une part de freestyle dans la méthode, mais en vérité, c'est une vraie volonté méthodologique d'avoir de la flexibilité. Alors, nous impliquons, disais-je, les utilisateurs finaux, les utilisatrices finales dans la conception. Dans le cas d'un outil numérique en santé mentale, de qui s'agit-il? Des patients, donc des personnes comme vous, moi, qui peuvent avoir vécu plusieurs fois ou une fois un parcours de soins en santé mentale. Des pères aidants, donc des personnes qui ont vécu un trouble de santé mentale, mais ont développé par des formations des compétences pour accompagner des patients, des cliniciens, psychologues, psychiatres, des gestionnaires, etc. Et donc, on fait principalement deux choses. Je ne reviens pas sur le co-design, mais c'est le cœur de la machine. Enfin, je vais y revenir encore, je veux dire. Et puis, on fait des tests utilisateurs. Du co-design de bout en bout, j'aime bien dire de bout en bout, parce que c'est un langage très technologique qu'on n'utiliserait pas en design forcément, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas besoin de faire du high-tech pour faire du end-to-end, comme on dit, du chiffrage de bout en bout. On peut aussi faire tout simplement du co-design de bout en bout, et ça a beaucoup de conséquences intéressantes sur ce qu'on est en train de développer. Alors, on pourrait se référer ici à des définitions du co-design. Je vais passer un peu plus vite là-dessus. Retenons simplement le deuxième point sur les trois, c'est qu'est-ce que c'est de faire du co-design? Eh bien, c'est déployer de la créativité collective. C'est-à-dire de mettre ensemble des designers formés au design ou des chercheurs en design avec des personnes qui ne sont pas spécialement formées au design, puis de voir ce qui se passe, évidemment en suivant un protocole. Alors nous, par exemple, on a commencé pendant la pandémie sur Zoom. Là, on voit avec leur accord les visages de personnes qui sont plutôt des patients ou des pères aidants. On a fait des groupes avec des psychologues, des psychiatres, des cliniciens. Et puis, on leur montre des choses comme ça, des maquettes d'écran. Voici à quoi l'application pourrait ressembler.
Qu'en pensez-vous? On commente, on corrige, on retire, on ajoute. Il ne faudrait pas que le bouton il s'appelle comme ça. Moi, je n'ai pas envie qu'on me dise, par exemple, quelqu'un me dit, trouvons ensemble de l'aide. Non, moi, je n'ai pas envie qu'on me dise, trouvons. Parce que tu ne connais pas ma souffrance, tu ne sais pas ce qu'elle est. Je préfère qu'on me dise, trouvez EZ de l'aide. Trouvez de l'aide, mais pas trouvons. M'emmène pas, essaye pas de m'emmener dans le cheminement, tu n'es pas avec moi. Enfin, et donc, il y a tout un tas d'enjeux sémantiques extrêmement pointus qui viennent toucher un peu le cœur émotionnel des gens, qui sont pris en compte. Après, on reprend tout cela sur du papier, on en dialogue avec une équipe informatique et on recommence. C'est un processus assez fascinant. Alors, les exemples de fonctionnalités qui sont demandés par les personnes qui contribuent à ces ateliers sont de type trouver facilement des professionnels et des ressources humaines, des intervenants, des vrais gens qui ne parlent pas comme des chatbots. Parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'on pouvait avoir un dialogue structuré qu'un chatbot. Mais en vérité, il faudrait faire des entretiens d'explicitation avec les gens qui utilisent des chatbots. C'est la plupart du temps relativement insupportable. L'incapacité totale à comprendre les sous-entendus, la nuance, l'attente, on voit que l'algorithme est en train de chercher une réponse. C'est très pénible en termes d'expérience utilisateur. Donc, nous nous plaçons du point de vue de l'expérience utilisateur, puis je crois que c'est important de l'étudier, l'expérience utilisateur, de la mesurer, de comprendre un peu comment on la vit. Et on a par exemple aussi des fonctionnalités autour de prendre soin de soi, tout ce qu'on peut faire pour soi-même tout seul, avec des outils d'autogestion par exemple, ou ces fonctionnalités de suivi pour mieux suivre ses propres intervenants ou son propre parcours de soins, ou aussi être accompagné par clavardage, mais clavardage avec un humain. Personne ne nous demande de parler à un chatbot. Personne dans les ateliers de co-design. Les gens qui vivent une expérience de santé mentale difficile n'ont pas envie de parler avec un chatbot. Alors, quel est l'enjeu derrière tout cela? On pourrait parler de cette notion de mise en données, datification, et de la confronter à la notion de co-design. La mise en données, c'est quelque chose qui est étudié dans les sciences humaines et sociales d'une autre façon. C'est un autre rapport réflexif aux données. Et par exemple, dans les STS, Science and Technology Studies, on explique que la mise en données, c'est ce phénomène tout simplement factuellement observable de la production massive de données par les individus et aussi sur les individus, mais aussi les organisations. Et ce qu'on apprend, par exemple, dans un projet de recherche intéressant mené par ma collègue Florence Mirand à l'UQAM, c'est que finalement, il y a un décalage assez important entre les publics imaginés, pour l'IA, par exemple, ou pour les données ouvertes, ou pour ou je ne sais quelle technologie, puis les publics réels. On imagine que les gens vont se servir de certaines choses parce qu'on pense que c'est la nouvelle grande révolution technologique qu'il faut que les gens vivent, puis en fait, ce n'est pas forcément ce que les gens font. Donc ce décalage entre imaginé et réel nous mène à l'idée de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on imagine qu'on va faire avec des données massives ou des données ouvertes, ou ça c'est pas la même chose, hein, c'est juste un exemple que je donne sur le mot données, mais ou avec de l'IA. Alors je vous donne un exemple d'imaginaire en santé mentale qui n'est plus seulement un imaginaire, mais qui est en train de se réaliser. Il n'y a aucun jugement de ma part, positif ou négatif. D'ailleurs, c'est juste pour souligner de manière en constatant c'est quoi l'imaginaire qui est derrière ça. En santé mentale, on parle beaucoup de phénotypage numérique. Le phénotypage numérique, pour résumer, c'est on va collecter et mesurer tout un tas de données sur votre comportement. Par exemple, sur votre smartphone, on va installer une app qui va être capable de faire plein de choses. Elle va par exemple, capter des données actives ou des données passives. Des données actives, ça va être, vous allez faire des tests cognitifs, répondre à des petits sondages, etc. Des données passives, ça va être capter votre géolocalisation, donc votre position par GPS, ou les journaux de vos appels ou de vos messages. Par exemple, si on voit que vous répondez plus avec la même vitesse sur les réseaux sociaux ou à vos SMS, que vous répondez plus à certaines personnes avec qui habituellement vous répondez. Mais habituellement, quand vous répondez à ces personnes, vous avez l'air bien émotionnellement parce que vous likez plein de trucs, il y a des cœurs dans vos messages, puis là tout à coup, donc on peut détecter que peut-être vous commencez à aller moins bien. Et ceci est présenté comme un outil qui envoie des données sur un dashboard pour le professionnel de santé et qui lui permet en fait un petit peu de monitorer, de surveiller l'évolution, pas tellement pour soigner, mais pour prévenir. C'est juste un outil qui va aider peut-être à apercevoir plus vite que peut-être quelqu'un est en train d'aller moins bien.
Ça, c'est intéressant. Néanmoins, ça pose tout un tas de questions sur toutes ces données qui sont utilisées. Donc, il y a comme des injonctions à la mise en données dans l'innovation en santé. Et souvent, ces injonctions ne sont pas toujours remises en question ou discutées. Parce qu'il y a des travaux qui montrent que finalement, il y a des enjeux d'intimité, on en a parlé, qui ne sont pas pensés. Il y a des inégalités qui sont masquées derrière tout cela. Et puis, parfois, l'engouement, par exemple, l'engouement pour l'IA est suffisant. Il suffit d'en parler, puis il n'y a pas besoin de justifier. C'est perçu forcément comme pertinent. Il faudrait absolument en avoir. Je vous donne 2 petites anecdotes un petit peu taquines en lien avec ce projet. Nous avons obtenu une subvention pour mener ce projet. Nous sommes très contents. Et dans la subvention, nous nous sommes sentis obligés de placer une phrase sur l'IA pour être sûr d'avoir le budget. Donc la phrase, c'est: nous allons expérimenter le potentiel des technologies d'intelligence artificielle pour la détection précoce de symptômes et troubles mentaux par analyse automatique de grands volumes de messages. On a mis cette phrase et peut-être qu'un jour, on va vraiment le faire. On n'est pas contre. Mais pour l'instant, c'est l'approche centrée humain par les usages, ce n'est pas du tout ça qu'elle nous indique de faire en premier. Et aussi, je m'amuse à citer, j'ai beaucoup hésité à venir dans ce colloque parce que je me suis dit, je ne suis pas un chercheur en IA, puis je ne vais pas avoir beaucoup de choses à expliquer sur l'IA, je vais plutôt avoir beaucoup de choses à dire sur les usages des êtres humains que nous sommes en santé mentale. Et on nous avait demandé d'avoir un titre qui commence par « L'intelligence artificielle est-elle » En même temps, je trouvais que c'était un bel exercice conceptuel et rhétorique. Moi, je suis formé en philo au départ, je me suis dit, je vais le faire. J'ai vu dans le programme que finalement, tout le monde ne le fait pas exactement, puis c'est pas plus grave. Mais j'ai trouvé cette formule-là, puis j'ai trouvé que c'était intéressant d'amener le propos de cette façon. Alors, regardons maintenant ce que nous disent nos participants au co-design. Revenons au contenu de notre recherche. Bien, les participants au co-design, ils nous disent des choses du type, on leur montre un prototype d'application qu'on a fait, on fait des tests utilisateurs, on est dans la recherche qualitative, les gens nous disent, je m'attends à être mis directement en contact avec un intervenant. Je m'attends à trouver un psychologue. Si je pouvais rentrer mon numéro d'assurance maladie et qu'il y avait quelqu'un d'autre qui jase au bout, ça serait super. Je m'attends à retrouver une communauté virtuelle où les gens peuvent échanger et s'entraider. Ça me permettrait d'appeler quelqu'un pour m'éviter de remplir des documents. Ce sont des exemples qui n'ont pas de valeur plus que celle-ci, mais ces exemples montrent quand même que le co-design ne nous mène pas prioritairement vers les images idéalisées de l'IA. Toutefois, là je vous en donne d'autres. Il y a des choses que les gens nous disent qui semblent présenter un potentiel intéressant en faveur de l'IA. Par exemple, on nous dit, après avoir trouvé un professionnel, l'application Mentalis pourrait me proposer du contenu en fonction de ce que je vis. Donc algorithme de recommandation, etc. Pourquoi pas? En effet. Une liste de psychologues et voir en fonction de ton profil ce qui te correspond le mieux. Oui, il y a l'enjeu de personnalisation ici. Ça évaluerait ma situation. Rien que cette phrase, elle est énorme. Hein. Comment on évalue ma situation? Mais bon, ça évaluerait ma situation que je vis. Bon, là, j'ai gardé les fautes d'orthographe qu'il y avait dedans. Que je vis présentement. Et ça me donnerait des pistes de solutions qui me dirigeraient. Ou je vais pouvoir remplir un questionnaire et avoir des réponses qui vont être données sans avoir à parler à personne. C'est intéressant parce qu'il y a des gens qui nous disent moi, j'aimerais bien parler à quelqu'un si j'ai besoin d'aide en santé mentale. Puis il y a d'autres gens qui nous disent moi, je ne veux surtout pas parler à quelqu'un. Et donc, on cherche des solutions qui pourraient répondre finalement à ces situations variées. Donc, on voit bien on avait raison de mettre dans notre subvention qu'il y a un potentiel à explorer. Je veux juste souligner que l'imaginaire ambiant de l'IA nous invite à penser qu'il faudrait chercher d'abord là, alors que c'est juste un élément parmi d'autres dans lequel on va chercher. Et si ça amène de la pertinence, on va bien évidemment s'en emparer. Alors, le co-design, je le verrais un peu comme un rempart, comme une protection pour nous permettre de nous protéger un peu des effets qui peuvent être un peu négatifs dans cet imaginaire de l'IA. Pourquoi? Et pour qu'on cherche des solutions qui répondent vraiment aux besoins et aux enjeux des gens, de nous, en santé mentale. Et bien sûr, le co-design montre que voilà, l'IA est peut-être utile, mais un élément parmi d'autres seulement. Et donc, l'innovation qui est nécessaire pour relever les défis vécus par nous, la population, dans le domaine de la santé mentale, cette innovation, elle ne peut pas seulement être technologique. Ça, c'est un imaginaire. Elle doit être sociale et technologique.
Elle peut pas ne pas être sociale. Ça n'a aucun sens. Donc, le design centré humain, c'est une façon, ce n'est pas la seule, c'est une façon d'élever, j'ose dire élever, l'innovation technologique au niveau de l'innovation sociale. Souvent, on a l'impression qu'il y a une hiérarchie éthique implicite entre innovation technologique et innovation sociale. Au sommet, il y aurait l'innovation technologique, puis en bas, bon, il y aurait l'innovation sociale, là, c'est les trucs compliqués, c'est les usages, c'est les humains. Nous, on aurait tendance à inverser, c'est ce qui est en haut, c'est l'innovation sociale. Puis l'innovation technologique, il faudrait voir ce qu'elle peut faire pour l'innovation sociale. On peut parler d'innovation socio-technique aussi. On a eu un prix pour cette démarche, mais on est encore tellement au début que c'est difficile d'en parler plus. Puis on a des partenaires justement dans le public, le privé, le communautaire qui nous soutiennent. Alors ma conclusion, parce que je voudrais laisser du temps pour l'échange, ma conclusion, ce serait en 2-3 diapos, celle-ci. Les données. Pour nous, ce qui est important, c'est de tenter de repenser cette mise en données, cette datafication, en fonction des usagers, des usagères, des utilisateurs, des utilisatrices, des humains, on les appelle comme on veut. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on identifie quelles sont les données qui sont pertinentes. Par exemple, nous, on développe une appli. C'est quoi les données qu'on va manipuler dans cette appli? On ne va pas chercher à avoir absolument le plus de données possible, etc. Mais lesquelles? Et en fait, nous, on va même faire l'inverse. Nous, on va pratiquer l'un des grands principes de la privacy by design, qui est la minimisation de données. Comment en collecter le moins possible? Lesquelles sont les plus pertinentes? Comment peut-on se débarrasser de toutes les autres? En faisant ça, on s'empêche de faire de l'IA. Possiblement, parce qu'on pourrait au contraire en collecter des tas, puis voir ce qu'elles ont à nous dire. Mais d'après l'observation que nous faisons avec les participants, on pense que ce n'est pas la première chose à faire et la plus importante. Mais peut-être que si cette application continue de se développer, peut-être que si elle voit enfin le jour, peut-être que si elle a beaucoup d'utilisateurs dessus, peut-être qu'on va avoir besoin d'outils pour gérer la masse, par exemple, des demandes, ou que sais-je. On verra à ce moment-là. Et donc, il s'agit aussi d'orienter le développement des fonctionnalités de façon à ce que notre public, nos utilisateurs, puissent aussi s'approprier les données qu'ils vont eux-mêmes générer ou auxquels ils vont contribuer. Alors, j'aime pas trop les oppositions binaires parce que souvent elles mènent à rien, parce que ce qui est intéressant, c'est au contraire de combiner. Mais je vais quand même faire un peu semblant de faire une opposition binaire, puis vous m'en voudrez pas, pour mieux combiner après. C'est-à-dire, il y a quand même deux pôles. Il y a la mise en données, le modèle un peu du data-driven, puis ce modèle a plein de choses à apporter. Puis il y a le modèle que j'appellerais plutôt la mise en expérience. C'est le modèle plutôt human-centered, c'est-à-dire que les gens, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur propose une expérience de l'accès aux soins en santé mentale qui soit meilleure. Leur premier souci, ce n'est pas combien de données je vais produire pour qu'un algorithme puisse bien calculer dedans. Et donc, ici, l'enjeu, c'est de se dire, dans l'approche un peu centrée humain, l'utilisateur, ça va jusqu'à être un partenaire de la conception. On fait des maquettes avant même d'avoir développé la moindre ligne de code avec les utilisateurs dès le début. Et ça permet de prendre en compte les préférences des personnes au niveau de leur vécu. On part de l'expérience vécue par les gens. Et ensuite, on élabore un modèle d'appli, un modèle de conception, de navigation. Donc, il faut une base de données, donc il faut des données. Mais vous voyez, ça se fait dans cet ordre. Le modèle plutôt data-driven, c'est la technologie vient en premier, puis captons des données pour faire tourner la technologie, puis cherchons-lui des usages. C'est juste un paramètre, les usages. Il va falloir qu'il y ait des usages là-dedans. C'est une façon de voir. Donc, selon nous, l'imaginaire de l'IA est un peu captif du modèle data-driven, et sans vouloir le réduire à cela, parce que les recherches sont nombreuses, multiples et riches, et les talents aussi sont nombreux, multiples et riches dans ce domaine, ma présentation se veut une invitation à considérer avec plus de poids cet enjeu. Merci beaucoup. Alors, normalement, j'ai réservé du temps pour qu'il y ait des questions et de l'échange. Donc, je vous laisse prendre la parole. Petite question. En fait, vous disiez tout à l'heure, félicitations pour la présentation, j'ai beaucoup apprécié. En fait, vous disiez tantôt, je ne suis pas en IA, et je vous dirais, c'est très bien, parce qu'il y a trop de gens en IA, puis des fois, c'est le profil de l'utilisateur
plus pour une application pratique. Donc, je salue ça. J'ai peut-être une question. Tantôt, vous avez mentionné, puis juste un point d'interrogation. Les gens n'ont pas envie de parler avec un chatbot. Je trouve que c'est bien, mais je me pose aussi la question de ce que j'ai vu. Les gens, souvent aussi, ont peur de parler à un humain. Alors, il y a comme une dichotomie entre les Exact. deux pour se dire non, je ne veux pas parler à un robot, mais de l'autre côté, je ne veux pas parler à un humain parce que j'ai peur de me faire juger. Mm. J'aimerais vous entendre peut-être là-dessus. Oui. D'abord, le fait que je ne sois pas un chercheur en IA, c'était juste pour m'excuser d'être ici. Et ensuite, il y a des chercheurs en IA dans mon équipe, mais pour l'instant, on ne sait pas encore quoi leur demander. Alors, sinon, pour votre question, et oui, c'est une très bonne question, mais ça ne se tourne pas autour de pour ou contre le chatbot, parce que là aussi, ça peut rendre des services, mais ça dépend à quoi ça mène, et combien de temps dure l'expérience chatbot. Est-ce que c'est 2-3 questions pour faire du tri, puis on passe vers un humain? Est-ce que c'est 1 heure avec un chatbot qui ne comprend rien? Je ne sais pas. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que oui, l'enjeu, c'est de répondre à la diversité des situations. Le grand enjeu, c'est même l'enjeu du ministère, comment le système de santé mentale, comment il peut offrir une réponse personnalisée, unique à chaque personne. Et une appli ne va pas pouvoir non plus faire de la magie. Mais on essaie de réfléchir, nous, à une appli qui va offrir plusieurs options. Donc, par exemple, je vous donne un exemple qui pourrait être cet entre-deux. On fait des tests utilisateurs, puis les gens nous disent qu'ils ont très envie de ça, que l'application personnalise en fonction de leur situation. Et d'ailleurs, comme ils ont envie de cela, ils sont prêts à répondre à des questions ou à donner des informations sur eux, sur ce qu'ils vivent, donc des données. Quand bien même c'est un peu intime, ils sont prêts à le faire si ça amène en retour une vraie plus-value dans la réponse. Donc, par exemple, on est en train d'imaginer, nous, un petit questionnaire avec plein de ramifications. Si tu réponds telle réponse à la question 1, ça t'amène à telle autre question, puis à telle autre question, puis telle autre question. Puis à la fin, tu as des suggestions de ressources, ou des suggestions de solutions, ou des suggestions de personnes à contacter. Puis là, il n'y a pas forcément d'échange avec un humain. Mais il y a aussi un clavardage disponible qui peut éventuellement être lancé pour d'autres personnes qui veulent autre chose. Et donc, c'est trouver la bonne combinaison. En santé mentale, en tout cas, puis moi je parle à partir de ce terrain-là dans cette présentation d'aujourd'hui, il y a vraiment un besoin d'une personnalisation entre plein d'options possibles. Donc il n'y a pas une solution chatbot qui est miraculeuse ou au contraire désastreuse. Il y a comme une combinaison à trouver, c'est un exercice difficile à faire, mais c'est ça. Alors, un des problèmes, à mon sens, avec ce qui est data-driven, souvent, c'est que c'est vraiment comme une économie de l'attention, ce qui détermine que la technologie, l'application, elle performe bien, c'est parce que l'utilisateur continue de l'utiliser, ce qui n'est pas nécessairement au service de l'utilisateur, mais c'est au service de la personne qui vend l'application et va chercher de l'information sur l'utilisateur. J'imagine que lorsque c'est centré humain, en fait, on veut le bien-être de l'humain et pas nécessairement avoir toute son attention le plus de temps possible, le plus d'énergie possible. Ça semblait être un des soucis avec les applications santé mentale, qu'il n'y a pas vraiment d'engagement, mais je me demandais justement comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre avoir accès, avoir une belle plateforme, mais en soi, est-ce que parfois le succès de l'application, c'est pas justement qu'on arrête de l'utiliser éventuellement? Comment on mesure ces choses-là? En fait, la question de l'engagement, elle préoccupe un certain nombre de personnes par rapport à l'impact de ces applications, parce qu'elles coûtent de l'argent, puis elles servent à combien de personnes? En fait, c'est ça qui est derrière. Mais sinon, la question est intéressante, c'est celle du design captologique, comme on l'appelle, c'est-à-dire les techniques de design pour capter l'attention et maintenir les personnes en activité sur les apps, typiquement les réseaux sociaux. Mais il y a des applis qui ont un grand nombre d'utilisateurs dans le monde. Et si on veut mesurer le succès d'une appli au nombre d'utilisateurs, on pourrait citer des applis de ce genre, donc par exemple Airbnb. Airbnb, bon, ils ont peut-être pris une petite claque avec la pandémie, néanmoins, le but de l'appli, c'est pas d'y rester. C'est de voyager et puis d'aller dans un appartement ou une maison. Et pourtant, c'est très utilisé. Donc ça démontre bien qu'on peut imaginer des services hybrides. Quand on trouve une formule de service qui répond à un vrai besoin, on n'a pas forcément nécessité d'imaginer une app qui retient les gens tout le temps sur l'app, etc. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne analogie ce que je fais, mais en santé mentale, en tout cas, on se dit qu'il
il y a besoin de contact, mais il y a des gens qui peuvent avoir pas besoin de parler à distance, pas à distance, en présence, donc offrir toutes les possibilités. Et c'est un travail un peu compliqué, mais c'est le but d'essayer de trouver des solutions qui vont dans ce sens. Merci. OK. Oui, merci. Merci Stéphane. Donc je vais prendre peut-être un petit 5 minutes pour faire un petit résumé, mais vous allez me contredire si jamais je fais une erreur. Donc vous êtes centré dans le fond sur la santé mentale. Donc on s'est demandé si l'intelligence artificielle pouvait être centrée sur l'humain et comment elle peut être centrée sur l'humain. Donc, il y a un certain engouement au niveau de la santé mentale. Par contre, il y a quelques limites, le manque de validation, mais vous avez surtout mis l'accent sur le faible engouement des participants. Et en fait, ça a été sans doute ce qui vous a amené à votre recherche dans votre projet Mentalis. Alors, qu'est-ce que c'est centré humain? Donc, c'est tenir compte de l'humain comme priorité. C'est ça le point le plus important. Et comment le faire? Bon, une des façons de le faire, c'est justement, comme vous proposez, de faire un co-design de bout en bout pour créer la solution et également faire éventuellement des tests utilisateurs, voir comment l'expérience dans le fond, est expérimentée par les utilisateurs, comment l'expérience est ressentie. Donc on a parlé tout de suite de l'approche data-driven, qui est une approche justement pour maximiser les données, etc. Mais l'utilisateur, lui, ça ne le concerne pas, c'est pas quelque chose qui est important pour lui. Donc je pense que, dans le fond, pour résumer un petit peu, ce que j'ai trouvé intéressant dans vos propos, c'est l'innovation doit être centrée sociale avant d'être centrée sur la technologie. Donc je vous remercie beaucoup, Stéphane Vial. Merci.